quand on est arrivé à l'école il y a quelques années maintenant, hein, on était, je crois, Nathalie, on est à peu près de même promo, 88, 89, et voilà. On était ensemble sur les bancs de l'école, donc c'est sympathique après de se retrouver pour continuer cette tradition. Nathalie et Eric, je sais que votre temps est compté parce que là, vous avez en ce moment, c'est une success story assez exceptionnelle. Vous, carrément, vous avez repris une tradition française, hein, textile, vente par correspondance, une tradition que nous a bien développée notre président Philippe Pouzet avant. Et là, passage de flambeau, vous le projetez vers le digital. Vous avez mis en place, alors c'est pratiquement du prodige, parce que véritablement une nouvelle manière de faire entre dirigeants, entre salariés, une ambiance de coprospérité, j'allais dire nouvelle. Alors vous avez fait un bon retournement. Vous avez fait donc cette expérience. Il y a de la diversité, de la parité. Alors on a l'impression que, enfin, how did you work your magic, quoi. Racontez-nous un peu comment vous avez fait ça. C'est un tour de force. Et comme vous avez beaucoup d'humilité, vous êtes en train de devenir de plus en plus célèbre. Vous allez voir encore plus dans les mois qui viennent. Et là, on vous prend en train de le faire. Donc, racontez-nous un peu ça. Merci de nous avoir invités. Je pense merci à l'école, merci à tout le monde. Et effectivement, on a, avec Nathalie, avec l'équipe, parce qu'on a associé l'ensemble des collaborateurs au capital de l'entreprise, on a décidé de reprendre cette belle entreprise qui était La Redoute et qui est toujours La Redoute. Parce elle faisait partie du groupe Kering. François-Henri Pinault avait pris la décision de se séparer des activités grand public. Donc il s'est recentré sur le luxe, sur le sport, avec des marques comme Gucci, Saint-Laurent, Balenciaga, Puma, etc. Et puis finalement, les activités retail faisaient plus partie de la stratégie du groupe Kering. Et à ce moment-là, Nathalie était déjà la présidente de La Redoute, puisque Nathalie est rentrée à La Redoute en 2009, que je ne dise pas de bêtises. Et moi, j'étais le secrétaire général de la holding du groupe. Et donc, quand François-Henri a décidé de se séparer de ses activités, on s'est occupé de la cession de ses activités. Et il s'est avéré que on a travaillé intimement ensemble. On travaille déjà intimement ensemble, bien sûr, en exploitation. Mais au moment où il fallait céder des activités, finalement, on a écouté pas mal de repreneurs potentiels, pas mal de gens qui avaient des idées pour La Redoute. Et nous, on s'est dit avec Nathalie, nous aussi, on a une idée finalement, parce que l'entreprise, on la connaît bien, on sait ce qui ne va pas, on a une vision de l'évolution du commerce, et j'y reviendrai parce que le mot commerce, c'est quelque chose d'important pour nous. Et finalement, pourquoi nous, on n'aurait pas l'initiative de pouvoir se dire, finalement, nous aussi, on pense à un futur pour cette entreprise, et voilà ce que l'on pense, et voilà comment nous, on va s'aligner aussi pour pouvoir participer à cette session. Et donc, on a travaillé, déjà, on se connaissait bien, et on s'est dit, et pourquoi pas y aller à deux aussi ? Parce que l'aventure à deux, c'est quelque chose qui est très différent. Et finalement, il fallait être un peu timbré à ce moment-là pour reprendre l'entreprise. Et on s'est dit, si on est deux et qu'on est timbré à deux, c'est plus solide que si on est timbré tout seul. Et donc, on est allé voir François-Henri Pinault. La chance qu'on a eue aussi, c'est d'être dans un groupe entrepreneurial, parce que le groupe Pinault, qui est devenu Kering, était basé aussi sur une logique très entrepreneuriale au début. Et M. Pinault nous a écoutés et nous a surtout demandé de détailler la vision qu'on avait pour La Redoute. Et à ce moment-là, on lui a détaillé notre plan. Donc ça, le plan, j'y reviendrai, mais c'est juste pour vous donner la genèse de cette reprise. On lui a détaillé ce plan et M. Pinault nous a répondu, un, qu'il trouvait intéressant que ça soit à deux. Deux, il trouvait très intéressant le schéma qu'on avait de se dire, finalement, l'entreprise va mal, ça va être difficile. On était un petit peu les vilains petits canards. La Redoute avait une image un peu poussiéreuse, un peu passéiste, à l'heure où tous les grands e-commerçants commençaient à émerger. Et là, on s'est dit, finalement, l'effort va être important. Et puis, je pense qu'on pensait avec Nathalie que l'évolution de la relation entre les personnes et l'entreprise était en train de changer dramatiquement. Et que finalement, le fait d'associer au capital et de trouver des véhicules qui permettent de faire entrer tout le monde au succès de l'entreprise future, c'était quelque chose qui était assez innovant aussi. Et donc, on est parti sur ce schéma-là. Et François-Henri, enfin, tu te souviens, Nathalie, François-Henri a dit plusieurs choses, mais notamment, il a dit, le fait que vous soyez deux, c'est bien. En plus, il s'avérait qu'on avait des relations très bonnes avec lui et qu'on avait travaillé depuis de longues années à ses côtés, et il savait qui on était. Deux, l'originalité de la reprise en associant l'ensemble des collaborateurs, il trouvait ça intéressant dans un bassin d'emploi un peu sinistré, le Nord, etc. On créait quelque chose d'assez innovant. Et trois, il avait l'air d'adhérer à notre vision business, qui pour nous, en fait, partait d'un constat, c'est qu'on est des commerçants, que l'on vende par correspondance, que l'on vende en retail ou que l'on vende par Internet. Il y a bien sûr des technicités qui sont différentes, mais il y a un point commun, c'est le produit, le client et comment on lui parle. Et après, quel que soit le canal sur lequel vous êtes, tout part du produit et de la manière de parler à ses clients. Et en l'occurrence, on avait une vision là-dessus, on avait travaillé, et puis de fil en aiguille, on a avancé.
Voilà, vous avez défini un style de leadership un peu. Vous êtes vraiment un duo parité gagnante, quoi. Voilà, la parité, là, vous l'incarnez. Et puis, on sent aussi le côté team building, esprit d'équipe, vous transmettez. Alors, ces derniers temps, dans les débats, il y a une forme de rénovation du débat givers versus takers. Et comme c'est le monde de l'entreprise et qu'il y a quelquefois de l'extérieur une petite réputation quand même business formidable, mais en même temps très taker. Or vous incarnez vraiment ce côté, j'allais dire, giver, véritablement le team building, et vos équipes autour, parité, diversité, et vos équipes autour, pratiquement on a l'impression c'est comme une e-coopérative, l'ambiance. Alors je ne sais pas comment vous arrivez à ça, parce qu'en même temps, avec des chiffres indécents formidables. Donc tout ça en général, on le voit, mais séparément. Or vous l'avez dans le même endroit. Alors ça, c'est un peu magique. Parce que la Redoute, c'est une marque emblématique, patrimoniale, qu'il fallait dépoussiérer, certes. Mais en fait, on avait une conviction, c'est que cette marque, elle avait un futur, et que ce futur, en fait, on pourrait le créer qu'avec l'ensemble du corps social, et que si l'ensemble des collaborateurs adhéraient à notre projet, et l'ensemble des collaborateurs suivaient ce projet. Et donc, en l'occurrence, comme on a également eu un plan social important pour en fait moderniser l'entreprise, rationaliser l'ensemble des process qui étaient quand même, je dirais, un peu désuets. Le meilleur moyen qui nous est apparu avec Eric, c'est au final, par rapport aux efforts qu'on demandait aux équipes, de les faire participer aux fruits de ces efforts, aux fruits futurs de ces efforts, et du coup d'ouvrir le capital de l'entreprise. Mais la gouvernance est très claire, c'est Eric et moi-même en fait qui pilotons l'entreprise. On a un objectif qui était celui du retour à la croissance en 2016, donc celui-là c'est gagné. Du retour à la rentabilité en 2017, on est en train de le faire. Et donc, je dirais, derrière cette ouverture au capital, il y a quand même un enjeu économique et un enjeu, je dirais, de redressement qu'il ne faut pas sous-estimer et qui nous a animés et qui anime l'ensemble des équipes, puisque l'ensemble des équipes bénéficient finalement du fruit de ce retournement. Arrête noter AAA pour le retournement donc économique et financier, en même temps pour la responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise, c'est quand même assez fort. Alors je vais me retourner vers toi et Eric pour une notion, enfin encore une fois, deux choses qu'on retrouve différemment dans certains endroits, mais vous, en même temps, je trouve une grande créativité dans vos collections, puisque ça se sait pas beaucoup, mais il y a beaucoup de grands créateurs de mode qui sont passés par la Redoute, qui ont fait leur classe à la Redoute, mais en même temps, vous avez véritablement une forme de génie de la logistique dans votre manière de faire. Or, les deux en même temps, dans l'organisation logistique. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important, Dieu sait, c'est important pour les entreprises, mais en général, la créativité en même temps que la logistique, c'est difficile de le voir ensemble. Or, vous, ça semble, vous en faites une soupe à succès. Ouais, alors, après, je vous laisserai responsable de vos termes, mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez parlé à la fois du produit, à la fois de la logistique. C'était effectivement deux enjeux majeurs pour nous en tant que commerçants. Le produit, pourquoi ? Parce que le produit en mode et maison, et ça tout le monde ne le sait pas forcément, mais c'est un atout que possède la Redoute, c'est que contrairement aux grandes places de marché type Amazon, etc. aujourd'hui, nous, la Redoute, on a des bureaux de style. Nous, on a des gens qui, tous les matins, créent des produits, que ce soit dans l'univers de la maison ou dans l'univers du prêt-à-porter. Et ça, c'est une grande différence majeure. C'est-à-dire qu'il y a un style Redoute, il y a un style assumé Redoute, un style à la française, à destination des familles, plutôt mainstream, mais on s'interdit rien, mais qui permet de définir un style Redoute. Et je crois qu'à un moment donné, avoir l'ADN quand on est une marque, avoir une reconnaissance par rapport aux produits que l'on propose à nos clients, c'est important dans la reconnaissance de l'entreprise. Deuxième aspect des choses, sur la logistique. Il est évident que notre métier reste la vente par correspondance. Alors on l'appelle plus VPC, mais on l'appelle e-commerce. Et il est évident que si le niveau de service et les enjeux du service ne sont pas respectés ou à minima au niveau de ceux du marché, vous êtes mort. Parce qu'aujourd'hui, les clients, et vous êtes tous et toutes des clients ou des clientes, quand vous commandez sur Internet, vous avez envie d'être livré pour le lendemain, vous avez envie d'avoir votre petite robe pour le lendemain, etc. Et si on n'a pas des outils performants qui permettent de valider l'attractivité de vos produits au service des clients, vous n'avez pas complètement rempli l'expérience d'achat des clients. Et un des enjeux, c'était effectivement dans notre plan de transformation, c'est qu'il fallait à la fois toucher à l'offre, à la fois toucher à la manière de parler aux clients. Je rappelle quand même qu'on a arrêté le gros catalogue mythique de la Redoute fin 2015 et qu'on est passé à vraiment un marketing digitalisé et personnalisé à outrance.
et effectivement le service. Donc il fallait effectivement toucher l'ensemble des composantes et des métiers de l'entreprise pour pouvoir réussir un retournement et envisager un avenir pérenne. Alors ça c'est très intéressant. Alors j'ai une dernière question avant de demander à nos formidables professeurs de nous rejoindre. Philippe Gabillet pour ses interventions, notamment célèbre pour ses interventions notamment sur le leadership, l'éloge de l'optimisme et puis le bonheur de diriger, n'est-ce pas ? Et Fabienne Geuser, donc, qui est un des cerveaux pédagogiques de cet établissement et qui, là, après avoir travaillé avec vous sur le Master Management, justement avant, maintenant va utiliser son savoir pour les plus grands, pour l'Executive Education. Hein. Il y en a eu pour les plus jeunes et pour les plus grands. Donc, je leur demanderai après de me rejoindre. Une dernière petite question juste avant. La Redoute, au niveau sociétal, a toujours été très en avance. C'est vrai. Moi, j'étais frappé par cette carte kangourou qui permettait aux femmes avant, c'était vraiment la parité, la diversité avant la lettre, puisque ça permettait aux femmes, avant qu'elles en aient la possibilité, avant même, je crois qu'elles aient le carnet de chèques, tout ça, de pouvoir, une carte qui leur permettait d'acheter des fringues sans le dire au mari. Hein, dans un processus de financement très original. Alors ça, c'est quand même pas mal du tout. Et puis pour nombreuses d'entre elles, à l'époque, c'était quand même une fête de pouvoir, celles qui n'avaient pas un peu l'assise ou les moyens d'aller dans les magasins, parce que pour aller dans les magasins à l'époque, il fallait quand même avoir un certain statut social, de pouvoir le commander déjà à distance. Donc vous étiez un peu en avance. C'est quelque chose toujours en avance sur son époque. Et là, vous continuez à être un peu, je crois, vous avez en avance sur l'époque, vous avez votre site internet, mais même comment vous concevez là, vos nouveaux magasins, j'ai vu ça. C'est-à-dire, c'est des endroits physiques, mais en même temps, c'est au support du digital. Donc vous faites un mélange assez intéressant, le high-tech, high-touch, live digital. Racontez-nous un petit peu ça. Nous, on croit fondamentalement, et Eric l'a dit, en fait, on a une vision du commerce de demain, où il y a une convergence entre le digital et le monde du digital et le monde du physique. Et donc, fort de cette conviction, on a lancé des points de vente qui sont plus des showrooms, finalement, dans lesquels on permet d'expérimenter la marque, en particulier à MPM et Redoute Intérieure, donc sur la maison et la décoration, et d'inspirer, de conseiller nos clients, finalement, pour réaliser la vente sur le digital. Dans nos magasins, 10% du chiffre d'affaires est réalisé en emporté, c'est-à-dire en fait vous payez les produits que vous avez et vous passez par la caisse. Et pour 90% des ventes réalisées, c'est des ventes réalisées au travers du digital. Donc il y a vraiment une convergence entre, ça fait partie de l'expérience client, du parcours client, d'inspirer, de montrer, de démontrer le rapport qualité-prix-style qui est juste incroyable, et pour finaliser finalement la vente sur l'e-commerce avec un niveau de service que vous ne retrouverez pas autre part. Donc ça, c'était une conviction, et on va continuer à travailler dans ce sens-là. On est convaincus qu'il va y avoir dans le futur, et on voit d'ailleurs le rapprochement entre Amazon et Whole Foods, ou entre Walmart et Google, montre qu'il y a cette convergence entre le monde du digital et le monde physique, au service du client. Je ne sais pas vous, mais ça donne envie de faire un stage, hein, tout ça. Hein. C'est quelque chose aussi qu'on prépare finalement, qu'on y est. Alors je vais appeler nos professeurs, donc Philippe Gabillet et Fabienne Geuser. Bien, merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Nathalie et Eric, encore merci. Alors, on va essayer on va enchaîner. Hein. On a beaucoup parlé de la stratégie de la Redoute. Nous, en fait, dans le fond, on n'est que prof, nous, en fait. Et on s'en excuse. Excuse-toi. Je prie de m'en excuser. C'est-à-dire qu'en fait, notre métier aussi, et c'est ce qu'on tente, généralement réussi, de vous apporter, c'est des grilles qui vont permettre de retraiter l'expérience qu'on a vécue puis en faire quelque chose. Voilà. Et en fait, on a appelé ça CEO Studio parce qu'on s'est dit que c'était intéressant aussi d'aller voir ce qui se passait à l'intérieur de la machine, mais aussi dans la tête des gens. Alors, on a beaucoup parlé de la Redoute, maintenant on va quand même parler de vous. Ah bah oui, parce que c'est quand même aussi ce qui est intéressant. Parce qu'en fait, moi j'ai des dossiers sur vous deux. Vous pensez bien que j'ai pas toujours fait un métier honnête, mais voilà. Bon.
Mais d'ailleurs, Eric, vous, c'est vrai que vous vouliez être journaliste? Ouais. Ah, et vous l'avez pas été? Non, j'ai échoué à l'école, donc j'ai pas été journaliste. Voilà, Non. donc voilà, Eric a échoué à l'école de journalisme, donc il a fait de la finance, et maintenant il co-dirige la Redoute, chercher l'erreur, voilà. Et vous vouliez être médecin? Oui, c'est vrai. Il est bien informé. Non, mais mon papa, en fait, en gros, je voulais partir en fait en Afrique d'abord, hein, et ensuite faire des études de médecine. Et il m'a rappelé alors en me disant, écoute, si tu veux que je finance tes études, tu fais quelque chose de correct. Donc, du coup, je suis rentrée dans une école de commerce, voilà. Voilà. Donc, alors, en fait, voilà, on va revenir pour bien voir que nos amis ici vous ressemblent quand même beaucoup. Donc, bon, Nathalie, vous êtes de la promo MIM 1989. Donc, si mes renseignements sont exacts, mais je pense qu'ils le sont, vous êtes purement une européenne. Vous avez alors le papa hongrois, la maman allemande, donc voilà, une vraie européenne. Bon, et vous assumez cette dimension européenne. Ah oui, plus qu'assumé, je la revendique. Voilà. Et alors, vous, en fait, Eric, vous incarnez le changement des mondes, parce qu'en fait, vous avez été sportif, vous êtes volleyeur au niveau sportif de haut niveau. Oui, j'ai été volleyeur de première division, oui. Bon, alors attends, on va faire un petit test dans la salle. Est-ce qu'il y en a ici qui font du volley? Vous levez la main. Et est-ce qu'il y en a qui font du volley et qui aiment la finance? Donc, pas de concurrent direct pour le moment. Ah si, il y en a. Il y a des volleyeurs qui se sentent une âme de financier. Mais vous voyez, tout peut arriver. Hein. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Très bien. Donc, moi, je voulais poser une première question et je passerai ensuite le micro à Fabien. Je sais que vous avez deux personnalités différentes. Vous vous entendez très bien, mais vous avez des personnalités différentes. Et quand on voit les différentes interviews, parce qu'on a croisé les interviews que vous avez données ces dernières années, alors on apprend que Nathalie, vous êtes une femme intransigeante. Et Eric, on apprend que vous êtes un homme impatient. Alors si vous saviez, comme ça m'intéresserait de savoir, comment est-ce qu'une intransigeante bosse avec un impatient, ne serait-ce que déjà pour les gens qui sont mariés dans la salle, ça peut aussi leur donner des trucs en plus. Alors je vous écoute. Comment est-ce qu'au quotidien, une intransigeante bosse avec un impatient? Oui, alors, faut assumer, puisqu'on l'a dit, c'est pas que des bêtises. C'est vrai, alors je crois qu'il y a un dénominateur commun entre l'intransigeant et l'impatient, c'est l'exigence. Et c'est vrai que Nathalie et moi, on est différents, vous l'avez rappelé, d'un point de vue personnalité, mais on a une vraie complémentarité. Et on accepte la différence, donc on est aussi tolérant. Hein, c'est important de le rappeler, c'est important la tolérance. Mais je crois que l'exigence que l'on a, effectivement, alors qui peut se traduire par de l'impatience d'un côté ou de l'intransigeance de l'autre, c'est le point commun qui nous réunit. Et je crois que c'est nécessaire dans toutes les choses que l'on entreprend. Et cette histoire et cette aventure qu'on a débutée il y a maintenant un peu plus de 3 ans, je crois que si on n'avait pas été exigeant, d'abord vis-à-vis de nous, avec les équipes et aux côtés des équipes, je crois qu'on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler. Alors dans ce cas, Nathalie, c'est peut-être, on va pas faire dans la langue de bois un peu entre nous. Est-ce que c'est parce que vous êtes à la fois très intransigeante puis que vous êtes très impatient que, en fait, si mes renseignements sont bons, vous dégagez régulièrement des membres de votre CODIR qui vont pas assez vite? Bon, d'abord, pour moi, il n'y a pas de contradiction entre l'impatience et l'intransigeance. C'est pour ça qu'il dégage. Oui. Oui, voilà. Il suffit de le dire. Et d'un autre côté, je dirais, faut pas qu'on ait une mauvaise réputation non plus. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'exigence dans la transformation qu'on a menée. On a été extrêmement vite. En fait, ça semble tout simple d'arrêter un gros catalogue et de ne plus imprimer et finalement de passer le business sur l'e-commerce. On a un concurrent direct qui s'appelle les 3 Suisses, qui est passé de 800 millions d'euros à 120 millions d'euros de chiffre d'affaires en faisant ça. Donc en l'occurrence, si vous n'avez pas l'exigence, si vous n'avez pas un plan de route très clair, l'impatience finalement d'avancer rapidement, mais l'intransigeance de le faire de la bonne manière, en fait, vous pouvez vous planter. Donc au final, c'est vrai que quand on mène une aventure ou un projet tel qu'on le mène, on a besoin d'une équipe qui est engagée, qui croit au projet,
et au final qui a les ressources pour rebondir et pour se réinventer en permanence. Et malheureusement, certaines personnes arrivent à faire une partie du chemin et à un moment donné n'arrivent plus à se réinventer, à rebondir, à retrouver l'énergie nécessaire pour passer à la prochaine étape. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se regarde dans les yeux et on se dit, c'est fini. En fait, le bout de chemin, on l'a fait ensemble. Et en fait, on fera le bout de chemin de part et d'autre pour continuer nos aventures de manière séparée. Mais je pense que ça fait partie de la vie. Si on fait quelque chose, il faut être à fond, il faut s'éclater, il faut avoir envie de se réinventer en permanence, il faut avoir l'exigence au quotidien, et je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître à un moment donné si on n'a plus cette énergie, cette passion et cette envie. Alors, cela dit, je pense que en tout cas, le message aussi qu'on peut peut-être aussi vous faire passer à vous, c'est que, et ça donc c'est un point de vue personnel, moi c'est en tant que prof que je dis ça, bien évidemment on fait passer des techniques. On apprend la finance, le management, le marketing, les ressources humaines, etc. Mais dans la vraie vie, lorsqu'on est confronté à des vrais challenges, et je pense que vous en êtes une vraie illustration, je pense que très souvent, encore aujourd'hui, la technicité s'arrête là où le courage commence. Et je pense qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de dire aux gens un certain nombre de choses, et c'est pas mal de dire, voilà, on a démarré ensemble, et ça on ne peut plus le faire, c'est plus possible. Soyez heureux ailleurs. Et je crois que cette notion-là, le refus du consensus mou, en particulier dans le monde du travail et du business, est vraiment quelque chose d'essentiel. Et je pense que vous l'incarnez de façon très positive. Il faut savoir aussi, il faut quand même préciser que la Redoute fait partie de ces entreprises dont les salariés sont actionnaires. Et là aussi, si mes infos sont exactes, on est d'accord, il y a 2000 salariés à la Redoute aujourd'hui, il y a 1600 actionnaires. Oui, ça c'est quand même pas mal. Donc, vous voyez, une entreprise co-dirigée par 2 personnes, 1600 actionnaires sur les 2000 salariés, 1 milliard dans combien le milliard, c'est quand? Dans 5 ans. Dans 5 ans, voilà. Le milliard, écoutez, je trouve c'est un bon début, mais de la part d'anciens de l'ESCP, ça ne m'étonne pas. Voilà. À toi. Donc, comme nous sommes dans une école de management, ce qui nous intéresse aussi, comme tu le disais, c'est les modèles de management. Je crois que vous incarnez quelque chose qui est original pour nous, c'est un duo de dirigeants. Et donc, la question qui, moi, m'intéresse, c'est finalement comment vous vous organisez entre vous. Donc, formellement, est-ce qu'il y a une division du travail? Est-ce que vous y avez réfléchi? Est-ce que c'est quelque chose qui est en construction? Enfin, comment se construit ce modèle de management? Alors, c'est une bonne question parce que c'est un sujet important. C'est quasiment une des questions qu'on s'est posées dès l'origine en fait de la reprise de ce projet, c'est de se dire mais finalement comment nous on va fonctionner ensemble. Et on a fait le choix de fonctionner en véritable duo. Alors, on a consulté aussi parce qu'il y en a quelques-uns. Il y a quelques duos qui existent. On a consulté des gens qui fonctionnaient en duo pour savoir un peu, est-ce qu'on se dit, naturellement, Nathalie va s'occuper du prêt-à-porter, Eric va s'occuper de la finance, etc., ou finalement on reste dans nos lignes, j'ai envie de dire, historiques, ou alors on fait le choix vraiment de fonctionner en binôme et en duo et on est associé à toutes les décisions importantes sur tous les sujets. Et on a fait ce choix-là. On a fait ce choix-là pour essentiellement 2 raisons. Le premier, parce que finalement, cette histoire, qu'on le veuille ou non, et on courait pas après, mais c'est quand même quelque chose qu'on a constaté très vite, c'est que c'est quand même une histoire qui, à un moment donné, a été très, très personnifiée et nous appartenait. C'était Nathalie Bala, Éric Courteil qui reprenaient la Redoute, c'était un duo de repreneurs, etc. Donc il était pas forcément très judicieux de casser ce binôme d'un point de vue opérationnel quand on se retournait vers nos opérationnels. Et deuxième aspect des choses, c'est que finalement, l'ensemble des décisions stratégiques importantes, et Dieu sait s'il y en a eu à prendre, y compris ce fameux plan social, parce que je rappelle quand même que l'histoire a commencé avec, malheureusement, la nécessité de se séparer de la moitié des effectifs pour la France, qui faisait quand même un plan social de 1200 personnes dans un bassin d'emploi qui est quand même Roubaix, qui n'est pas la ville la plus riche de France. Et donc on s'est dit, finalement, si on veut rester cohérent et si on veut vraiment prendre les bonnes décisions ensemble, on va tout faire ensemble. Donc on a fait ce choix-là, de fonctionner réellement en binôme et pas de séparer les tâches. Et en plus, d'un point de vue, entre guillemets, gouvernance, mais relation à nos équipes, notamment l'équipe de direction, le fait de fonctionner en binôme, ça évitait de créer des interstices dans lesquels on ne sait jamais ce qui peut se passer, des personnes peuvent se mettre, etc., et commencer à créer une forme de discorde. Là, il y a une vraie cohérence. On est 2, mais on est monolithique et on avance sur tous les sujets ensemble. Est-ce que je dois comprendre que vous êtes toujours ensemble? Non, enfin, toujours, excusez-moi. Je vous prie de m'excuser, bien sûr. On va dire,
enfin, je veux dire, ce que vous venez d'expliquer, c'est que vous intervenez et travaillez toujours ensemble. Oui, on travaille ensemble. Et je dirais qu'on est beaucoup plus fort à deux. D'ailleurs, quand on regarde des startups, souvent, c'est pas un dirigeant. Il y a un binôme, un trinôme. Il y a une forme de, je dirais, de nécessité par rapport aux exigences aujourd'hui du commerce, du retail, des mutations technologiques, à aller beaucoup plus vite, à aller beaucoup plus fort. Et le fait d'être à deux nous rend incroyablement forts. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, oh là là, mais ils sont lents, ça les ralentit, ils sont à deux surtout. Bah, au contraire, on est hyper rapide, parce qu'au final, on se connaît très bien. On discute, on se challenge, on n'est pas toujours d'accord, hein, mais une fois qu'on ressort, on a vraiment, je dirais, la bonne décision parce qu'elle a été challengée par deux personnalités très différentes qui ont des angles de vue ou des manières d'apprécier les choses quand même pas toujours identiques. Et ça nous permet d'aller extrêmement rapidement. En plus, on a cette agilité, cette capacité de travail qui fait que, au final, on avance quand même très très vite. Est-ce que c'est possible est-ce qu'on peut assister à une scène où un matin vous confrontez les agendas tous les deux et puis vous dites tiens cet après-midi il y a tel comité à tel endroit, tel truc, bon t'y vas ou j'y vais? Est-ce qu'il peut y avoir à certains moments vraiment comme vous maîtrisez les dossiers, dire bah tiens ce coup-ci t'y vas, c'est pas la peine qu'on y aille à deux, ce caractère aussi interchangeable. Juste comme ça, vous avez un bureau, vous avez deux bureaux, vous avez un secrétariat commun, ça se passe comment? On a un bureau et on a un secrétariat commun. On a un bureau et on a un secrétariat commun. Mais oui, attendez, quand on dit on prend les décisions stratégiques ensemble, toutes les choses, mais il est clair qu'il y a des réunions où parfois Nathalie est seule, ou parfois moi je suis seul, etc. Donc voilà, mais par contre, les décisions structurantes et les moments importants de la vie de l'entreprise, on est ensemble sur tous les sujets, que ça concerne le produit, la logistique, la finance, la stratégie, etc. C'est encore un modèle rare. Est-ce qu'il présente des inconvénients ? Pour l'instant, nous, on n'a pas forcément rencontré d'inconvénients puisque le succès est au rendez-vous. Non, moi, c'est vraiment un modèle que je peux recommander. En fait, en plus, le fait d'être un binôme mixte, c'est une force, c'est une vraie force. Et c'est vrai que ce qu'il faut, c'est quand même à la base qu'il y ait des valeurs partagées. C'est qu'il y ait une envie de gagner, de partager et qu'on puisse se faire confiance de manière aveugle quasiment. Donc moi je sais que quand Eric est en réunion avec les équipes, je sais qu'il prendra la meilleure décision pour en fait l'entreprise et pour le projet qu'on mène ensemble. Et ça je pense que c'est nécessaire. Ça, c'est quand on fonctionne comme ça à deux, la confiance est juste en fait un ingrédient absolument incontournable. La confiance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je dirais statistiquement dans la salle, là, le nombre de binômes d'entrepreneurs de folie qu'il y a pour les 20 ans qui viennent. Commencez à regarder autour de vous, tiens, j'aimerais bien m'associer avec lui sur les 20-30 ans qui viennent et tout ça. Enfin non, pensez-y, ça peut être intéressant. On avait parlé aussi, par rapport au doctorat de Nathalie, il y avait une... Oui. C'est quelque chose qu'on avait d'ailleurs évoqué la dernière fois que vous étiez venu. Madame Bala a aussi une spécificité qui est d'avoir fait un doctorat, et en plus un doctorat en comptabilité et finance. Ce qui amène à certaines spécificités, parce que vous êtes tous les deux dirigeants avec un background assez financier d'ailleurs, si je ne me trompe pas, et vous en plus avec une origine en recherche, enfin un passage par la recherche. En plus à Saint-Gall, qui est un des plus grands et des plus beaux centres de recherche en management. Est-ce que ça vous apporte quelque chose, à la fois cette origine recherche et ce passage par la finance? Est-ce que ça colore votre pratique? Je vais pas être politiquement correcte, mais je ne pense pas. Mais bon, après, je pense que moi, j'en ressentais Alors, d'abord, j'ai eu l'opportunité formidable parce que l'ESCP commençait à s'ouvrir en fait sur l'extérieur, et c'était le premier partenariat avec une université étrangère, c'est l'université de Saint-Gall, qui est dans le monde germanique vraiment l'université. En fait, c'est l'université qu'il faut faire quand on veut faire du management et du commerce et de l'économie. Donc j'ai été la première étudiante de l'ESCP à partir en fait à Saint-Gall, et c'est vrai que c'est une université qui est remarquable, avec un corps professoral de qualité, de très très grande qualité, et j'ai été impressionnée finalement par ce centre de recherche, par ces possibilités,
Et c'est plus en fait la curiosité intellectuelle qui m'a poussée finalement à poursuivre mes études et puis à écrire ce doctorat. Je pense que bien sûr c'est formateur, bien sûr ça apprend finalement à structurer, ça apprend à analyser, ça apprend finalement à faire des recherches et puis à synthétiser finalement ces recherches. Donc ça forme l'esprit, mais je dirais qu'au quotidien, j'ai pas l'impression finalement d'être en application de mon doctorat ou des méthodes, plus des méthodes finalement que j'ai apprises lors de mon doctorat. Mais pour ceux qui ont envie finalement de rentrer dans de la recherche, dans quelque chose, je dirais, d'un peu plus scientifique, c'est peut-être le côté mathématique ou toute la partie médecine en fait que finalement j'avais laissé de côté qui m'a rattrapé. Mais je peux recommander en fait le cursus doctoral. Mais il faut vraiment être en volonté de rentrer dans cette partie un peu plus scientifique. Concernant vos parcours assez financiers, est-ce que vous pensez que c'est une formation intéressante pour devenir CEO? Est-ce qu'il y a une spécificité à avoir un parcours financier? Est-ce que... Moi, parce que je suis aussi financier, et je crois que je l'ai été en plus d'un point de vue professionnel plus longtemps que Nathalie. Moi, je dirais que la finance, j'adore la finance, j'adore les chiffres, j'adore les modélisations, j'adore ces choses-là, mais finalement, par-dessus tout, j'aime le commerce. Et finalement, si dans les chiffres, vous pouvez être le plus brillant financier du monde, si vous ne comprenez pas un métier, vous n'êtes pas un bon financier. Et je le dis maintenant comme un homme de 50 ans, mais un chiffre ne fait pas autre chose que de matérialiser un flux économique qui est finalement dans nos métiers à nous du commerce une relation marchande, quel qu'il soit. Et votre chiffre, même si techniquement il est bon, si jamais dans ce qu'il veut dire et dans la représentation qu'il doit donner d'une activité, il n'est pas pertinent, vous êtes un très mauvais financier. Et donc finalement, le financier, la finance, c'est un moyen au service de nos métiers que sont le commerce. Et par-dessus tout, je pense que ce qui est important, c'est le métier. Bien sûr, il y a des techniques, il y a des techniques financières, il y a des techniques de marketing, il y a des techniques de plein de choses, de plein de métiers. En logistique aussi, il y a des techniques. Mais par contre, je crois ce qui doit animer en tous les cas un directeur général ou un président ou quelqu'un qui doit embarquer des équipes, etc., c'est de bien comprendre que par-dessus tout, ce qui est important, c'est notre métier, c'est-à-dire ce que l'on fait tous les jours, au service de qui on l'en fait et avec quelle vision. Et s'il n'y a pas ça, vous pouvez avoir les meilleurs ingrédients du monde, vous allez faire une mauvaise compote. Voilà. Dans le cadre des valeurs qui sont portées par l'école, qui ont été d'ailleurs évoquées par Franck Bournois à l'ouverture, il y a ces valeurs liées à ce qu'on pourrait appeler l'humanisme, la culture, et en fait le fait de remettre l'individu, la personne, le sujet au centre de nos discussions. Et ça nous a amené, d'ailleurs on a eu quelques échanges récents avec Franck Bournois là-dessus, à un certain nombre de projets qui sont vraiment très proches de la culture de l'école, autour du thème du bien-être. On a un campus à Madrid où il y a un centre de recherche qui s'appelle Happiness et Management. On a sur Londres des équipes qui s'intéressent beaucoup au mindfulness, à l'impact de la méditation sur la performance. Et en fait, on s'est dit qu'on allait peut-être d'ailleurs créer un certain nombre de choses ici, une chaire peut-être sur le wellness management, avec entre autres une dimension autour du bien-être du dirigeant. L'idée étant que le dirigeant, c'est aussi un métier qui peut user. Bon. Et on se rend compte que les dirigeants qui durent ont tous leur stratégie pour se maintenir justement en énergie. Alors je sais que vous avez un point commun à ma connaissance tous les deux, toujours sur mes dossiers, c'est que la dimension famille est quand même importante. Il y a même une chose que je vais vous poser une question très... Ça c'est Nathalie, une question pour vous. Est-ce que vous vous levez toujours à 6h du matin pour pouvoir prendre le petit déjeuner avec vos enfants ? Alors ce matin c'était 5h parce que j'ai amené ma fille au Canada, elle part pour 3 mois au Canada, mais oui, bon, en règle générale c'est sacré, le petit déjeuner en famille, voilà. C'est le truc en fait qu'on fait toujours. Et donc en fait, je vous pose la question à tous les deux, si on peut avoir vos deux réponses, ça serait bien. Donc vous, comment vous faites pour gérer la pression au quotidien, l'énergie qui vient d'ailleurs, comment on la reconstitue? C'est le sport, c'est le maintien quand même d'une sphère privée, de hobby, de faire autre chose, ou c'est la redoute H24, quoi? Alors, vous poseriez la question à mon mari, c'est la redoute H24. Mais en fait, en gros, je pense que j'ai une capacité qu'on doit avoir, c'est de couper. C'est-à-dire, en fait, y a le bureau, et puis il y a la famille.
J'essaye de ne pas mélanger les deux. Et finalement, quand je suis en famille, de consacrer mon temps, mon énergie, ma passion à ma famille. Et ensuite, il y a le bureau. Alors, je dirais, il y a beaucoup de temps passé au bureau. Et puis, il y a le sport aussi. Je pense que dans un esprit sain, dans un corps sain, c'est pas pour rien que finalement on dit ça. Mais le sport, le fait de pouvoir se dépenser, permet de retrouver un équilibre personnel, tout au moins à moi, qui me permet de ensuite revenir avec un esprit libre. Et puis quand je cours, en fait, en gros, j'ai le temps de réfléchir, de penser, voilà, d'être créative. Eric ? Ouais, c'est la même chose, c'est-à-dire que... Alors, elle a menti, Nathalie. En fait, on se parle même à 11h le soir. Elle ment. Je vous le dis, elle ment, elle a menti à l'instant, là, ce qu'elle dit, c'est une grosse bêtise. Non, ouais, il y a forcément... je crois qu'on a une chance, Nathalie et moi, d'ailleurs on peut remercier nos conjoints, c'est que on a deux familles extrêmement équilibrées. Je pense que le jardin secret de Nathalie, mon jardin secret, etc., on a des conjoints qui sont vraiment compréhensifs, parce que vous imaginez que l'aventure dans laquelle on s'est lancé, c'est prenant, c'est tout le temps, c'est y compris le week-end, c'est tout le temps, etc. Maintenant, je pense pas qu'on soit forcément meilleur quand on fait que travailler 25 heures par jour. 15, 18 heures, c'est bien. Mais 25 heures, c'est trop, parce que déjà, c'est un peu plus qu'une journée. Par contre, il faut absolument avoir autour de soi un équilibre qui permette de le faire. Et cet équilibre, en fait, vous n'êtes pas uniquement consommateur, vous devez aussi le nourrir, et donc effectivement, se retrouver avec les enfants, se retrouver avec mon épouse, aller courir, aller faire un match de tennis. D'ailleurs, le lundi, si dimanche j'ai joué au tennis et que j'ai perdu, je suis de mauvaise humeur. Nathalie le sait tout de suite. Mais c'est important. C'est important d'aller effectivement se ressourcer ailleurs. Aller voir une expo aussi. C'est important parce que ça permet de regarder des choses différentes. Important. Je vous propose peut-être de laisser la parole pour quelques questions à la salle. Donc là, on peut vous confisquer pendant encore 5-10 minutes. Voilà. Oui. Voilà. Et on va passer à une session de questions-réponses. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. On a essayé de vous livrer une belle production, j'allais dire ESCP Europe, entre, vous voyez, anciens élèves, alumni, donc profs. Enfin, c'est des choses qu'on essaye de développer grâce et, comment dire, sous la houlette du directeur de l'école, Franck Bournois, qui a beaucoup aidé à ce... Voilà, et en même temps... ayant assisté donc depuis le départ, je me rends compte que, je ne sais pas si c'est pas forcément fait exprès dès le départ, mais il y a une espèce de transmission de tradition, je trouve, entre notre président, Philippe Houzet, ce qu'il nous a expliqué, et évidemment Éric Courtet, Nathalie Bala, sur ce qu'ils ont expliqué sur la Redoute. En tout cas, un fil conducteur, une continuité, une belle continuité, là, entre ce qu'on a entendu depuis le départ, vous voyez, vocation commerciale et, comment dire... alors, les questions. Je suis sûr que... Mais allez-y, ce qui vous passe par la tête, j'en vois une là-bas, on y va. Allez, hop. On monte. Allez-y. Donc cette fois-ci, je me présente. Je m'appelle Armel Fernandez. Curieusement, je suis depuis quelques heures à l'ESCP Europe. Et ma question a deux volets. Le premier, c'est sur ce couple un peu atypique. Vous avez parlé de confiance, d'affinité. Quelles sont précisément ces affinités ? Comment se fait-il que vous n'avez pas envie de faire cavalier seul ? Jusqu'où va cette confiance ? Est-ce que vous voyez en dehors du bureau pour, je ne sais pas, l'amitié Non, d'accord. Non. Comment s'est nouée cette relation de confiance ? C'est plutôt ça. Et la deuxième, vous aviez parlé de l'impact social de cette restructuration avec les licenciements. Comment ça s'est passé ? Comment vous avez eu la conviction que ce que vous faisiez, quelque part, malgré ces effets néfastes, ça provoquerait in fine un résultat positif ? Ouais, c'est ça. Il y a deux questions. Donc, la première, c'est finalement comment on bâtit un duo et comment ce duo fonctionne et fonctionne bien. Et on a mis effectivement en avant le maître mot qui est la confiance. Cette confiance, on se lève pas le matin en disant j'ai confiance en Nathalie Bala, j'ai confiance en Éric Courtet. On avait travaillé pendant de nombreuses années ensemble avant. On faisait partie de la même équipe du comité exécutif à l'époque chez Kering, etc. Donc on a appris à se connaître. On a appris à se respecter, parce que je crois que dans la confiance, il y a aussi la notion de respect.
Et aujourd'hui, je peux vous dire que, alors, quand Nathalie, elle n'a pas besoin de parler pour que je sache ce qu'elle pense. Et je pense qu'elle, quand elle me voit, et moi j'ai un body language assez expressif, je pense qu'elle comprend. Et puis on a des discussions aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord sur tout, mais par contre ces discussions, on les a, comme on dit, dans la cuisine. On parle tous les deux, on se dit pourquoi, etc. On échange, mais on échange de manière totalement ouverte. Je crois que dans confiance, il y a aussi transparence. Quand Nathalie n'est pas d'accord avec une position que moi je pourrais avoir ou inversement, eh ben on se le dit. Et on se le dit ensemble, donc ça aussi c'est un facteur qui cultive la confiance. C'est-à-dire que la transparence est aussi un allié de la confiance. Et quand vous faites ça, vous pouvez avancer ensemble. Puis je rappelle aussi qu'on parle de la Redoute aujourd'hui, mais le projet de reprise, il y avait 2 entreprises. Il y avait la Redoute et une autre entreprise qui s'appelle Relais Colis, qui livre en fait en point relais l'ensemble des commandes qui sont passées sur Redoute, mais aussi sur quasiment tous les acteurs du e-commerce français. Donc ça fait quand même beaucoup de choses, quoi. Donc tout seul, on peut avoir un ego démesuré. Et je pense qu'à un moment donné, Nathalie ou moi, on n'est pas dénué d'ego, parce qu'il faut avoir de l'ego, c'est important à un moment donné. Mais pour autant, il faut être lucide aussi. Et on est beaucoup plus fort à 2. Et comme l'a dit Nathalie, moi, je prends toujours l'image. Quand vous regardez un objet et que vous êtes seul, si vous voulez le regarder autrement, vous êtes obligé de faire un pas de côté. Si vous êtes avec quelqu'un, forcément, il n'est pas à la même place que vous. Et donc lui, il n'a pas besoin de bouger, il le voit déjà différemment de vous. Et si on arrive à créer ce lien derrière, ben on a gagné. Et en plus, on a gagné en temps. Pour ce qui est du social, parce que là on passe d'un sujet à un autre sujet, la deuxième question elle posait sur, bah ouais c'était pas facile, c'est-à-dire que nous on avait un plan de reprise qui y avait à l'époque 2500 salariés à la Redoute, on voulait s'en séparer de 1200, je le répète, dans un bassin d'emploi qui est Roubaix. Je crois que Roubaix, malheureusement, l'indice INSEE, je crois que c'est une des villes les plus pauvres de France, donc forcément il a fallu beaucoup expliquer, il a fallu accompagner aussi, on a mis en place en fait un processus important d'accompagnement, financier mais pas que, qui a permis aujourd'hui, sur les 1200 personnes, il y a que 66, je crois, de mémoire, 66 personnes qui ont subi un départ contraint. Les autres sont partis sur ce qu'on appelle soit un plan de départ volontaire, donc avec un projet derrière, avec des moyens pour le financer, et les autres sont partis en mesure d'âge. Donc on les a accompagnés jusqu'à la fin d'obtention de leur trimestre pour pouvoir bénéficier d'une retraite à plein. Voilà, donc mais c'est jamais... Un chef d'entreprise, je ne crois pas avoir croisé dans ma carrière un chef d'entreprise qui se lève en disant « super, je vais virer des gens ». Quoi. Ça n'existe pas. Par contre, il y a un moment donné, il faut le faire, il faut l'assumer. Et j'avoue que parfois en France, c'est un peu difficile de le faire. J'espère que ça va évoluer. Mais malheureusement, si on veut sauver des entreprises en France, parfois on doit aussi passer par là. Et ça fait partie de la panoplie du dirigeant que d'avoir le courage de le mettre en œuvre. Oui, alors là, allez-y, parce que là, on est dans SCP Story, SCP Academy, SCP Studio, et un concept avec qui on a pas mal de discussions là-dessus avec notre directeur, c'est le backstage management. Et là, je crois qu'on a une illustration, on explique comment ça se passe en coulisses. Allez, lâchez-vous, hein, voilà. Il y a bien quelque chose qui vous passe par la tête, on a dit pas mal de choses. Moi, j'en ai une, là, je vois. Enfin, quel est votre principal concurrent, finalement? On n'a pas parlé de concurrence. Si vous deviez définir un concurrent ou... Le marché du e-commerce, c'est quand même c'est un marché vaste. Donc on a beaucoup, et le marché du commerce encore plus vaste. Je pense que nous, on a une particularité, c'est que, comme Eric l'a dit, on crée, on développe et on conçoit nos collections en propre. Et ça, sur l'e-commerce, très très peu d'acteurs le font, voire aucun acteur le fait sur le secteur de la maison et du prêt-à-porter. Et donc, bien sûr qu'on a beaucoup de concurrents, mais on a une unicité, et cette unicité, ce positionnement très différenciant, on le soigne, on le cultive, on le développe, et je pense que ça, c'est ce qui fait notre différence et ce qui fera notre capacité aussi à nous développer, en particulier à l'international. Bonjour, je m'appelle Flore Bastelica et je voudrais vous demander, Madame Bala, comment est-ce que vous vivez votre position de femme dans l'entreprise? Est-ce que c'est quelque chose qui, entre guillemets, vous pèse parce que c'est un monde très masculin dans lequel il faut arriver à s'imposer? Ou est-ce que très rapidement vous avez été accepté et vous avez réussi à prendre le dessus par rapport à ça? Je me suis jamais posé la question dans ce sens-là. Je suis un peu tête brûlée, c'est-à-dire que quand j'ai envie de faire quelque chose, ou quand je crois à quelque chose surtout, finalement j'essaie de me donner les moyens de réussir. Et je pense que ça c'est primordial, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Et donc en fait je me suis très peu posé cette question-là et j'ai toujours foncé et j'ai toujours je me suis toujours battue pour finalement les choses auxquelles je croyais
et que j'avais envie de réaliser. Je pense que c'est ça qui compte. Je pense que finalement, ce que je peux observer autour de nous, en fait, entre les jeunes femmes ou les jeunes hommes en fait, qui rejoignent en fait, l'entreprise ou qu'on peut côtoyer, c'est qu'en fait, les femmes se posent beaucoup plus de questions, se remettent beaucoup plus en question que en fait, leurs collègues masculins, et en fait, ont moins cette capacité à croire en elles et en croire en leurs convictions. Donc si je peux vous passer un message, c'est... D'abord, ayez des rêves, ayez des passions et donnez-vous les moyens de vivre ces rêves et ces passions. Parce que vous soyez des filles ou des garçons ou des hommes ou des femmes, au final, c'est ça qui fait la différence. C'est vraiment ça qui fait la différence. Donc, je pense qu'ensuite, moi j'ai évolué dans le monde du retail qui est par définition plus féminin que le monde de l'industrie automobile ou de l'industrie aéronautique. Mais même dans ces mondes-là, je pense que si on a une conviction, si on est bon et si on se donne les moyens de faire les choses, on peut réussir et qu'il n'y a pas de limite. En tout cas, allez-y sur le site parce qu'il y a une consumer experience, une expérience Alexandre, consommateur. Il y a une question derrière. On va prendre la dernière question. Ouais, la dernière question parce que une époque qu'on peut qualifier par je selfie donc je suis et vous êtes dedans. Hein, on voit sur le site, on sent un peu cette. Je vous passe la. Bonjour, enchanté. Je m'appelle Adrien Sagnulonge et aujourd'hui on parle beaucoup de patriotisme économique. Alors je ne sais pas si vous aviez des repreneurs étrangers pour la Redoute, mais vous aviez dit que c'était un choix un peu fou à l'époque de reprendre la Redoute. Ma question c'était de savoir s'il y avait pour vous, si le fait de sauvegarder un groupe français, c'était quelque chose d'important, si c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, qui a motivé pour en partie le choix. La réponse est oui. Je crois qu'aujourd'hui, enfin, on est assez clair. Aujourd'hui, c'est mondialisé. Aujourd'hui, il y a plein de choses, etc. Alors, c'est pas la décision, c'est pas ça qui a fait qu'à un moment donné, on s'est lancé avec Nathalie, pas uniquement, mais se dire que dans son parcours professionnel, le jour du grand soir, on se dira qu'on a contribué à faire en sorte qu'une entreprise française soit encore là 50 ans après. Bah ouais, on est fiers. Ouais, c'est important. D'abord, on est nous-mêmes actionnaires de l'entreprise, donc on est français. Et ensuite, je pense qu'entreprendre en France, c'est possible. Et pour nous, c'est important de démontrer qu'entreprendre en France, c'est possible. Et ça, c'est, je dirais, la réussite qu'on a dans le retournement de la Redoute est important pour nous parce que finalement, ça montre que même dans un territoire économique un peu difficile qui est le Nord, avec une entreprise finalement qui était en grande difficulté, on arrive en fait à faire des choses, à de très belles choses et à entreprendre en France. Et ça c'est important, je pense que il faut qu'on fait des écoles françaises, bien sûr, avec je dirais des possibilités de se former à l'international, etc., de s'ouvrir, et c'est hyper important, parce que finalement l'ouverture, c'est le début de la créativité, c'est le début de l'innovation. Mais il faut toujours se rappeler de ses racines. Nous, nos racines, elles sont françaises et on est fiers de ces racines françaises. Alors, on va vraiment remercier Nathalie et Eric d'être venus nous voir. Vous verrez en suivant l'actualité comment... C'est pas simple. Voilà. Grande humilité, mais emploi du temps de CEO. Donc là, on va laisser reprendre la baguette par notre maestro, Franck. Merci Nathalie, merci Eric. Alexandre, merci chers collègues, et puis merci à Philippe Houzet qui nous quitte, parce que vous êtes dans un secteur proche finalement, et je sais combien les leçons qui ont été un petit peu dispersées aujourd'hui sont des thèmes que vous allez réapprofondir, et puis on a surtout une illustration de ce qu'est le give back to school, hein, le fait de rendre à l'école du temps pour vous maintenant, alors qu'il est évident, vu la charge de travail et de défis, qu'ils auraient pu être ailleurs et non pas avec nous cet après-midi. Merci.